Mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver. Je ne tiens plus mon plateau, voilà, c'est comme ça dans Brunet Direct, je ne tiens plus mon plateau et pourtant il y a le général Trinquant, enfin normalement on se dit l'ancien chef de la mission militaire française de l'ONU, général Dominique Trinquant, ça devrait se tenir quand même, enfin ça n'a pas été nourri, ça a été élevé ça, mais non, ça parle dans tous les sens. Voilà mesdames, messieurs, je salue Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, mais, et c'est la raison de votre présence aussi, vous êtes également enseignant, professeur d'histoire, passionné d'histoire, et c'est toujours très bon d'échanger sur le sujet de l'histoire avec Corbière, qui est un autre homme dès lors qu'on parle d'histoire. Hein. Il n'est plus le militant passionné que l'on connaît, il est passionné d'histoire. Camille Pascal qui reste avec nous, hein, je rappelle qu'il fut entre autres plume du président Nicolas Sarkozy. Dimitri Casali nous a rejoint, il est historien, essayiste, ancien prof d'histoire dans une ZEP. Alors, pourquoi parlons-nous d'histoire? Parce Il y a 3 profs d'histoire sur le plateau. Il y a 3 profs d'histoire. Et été aussi, permet de rappeler. Vous l'avez été, Camille. Ah oui. Et un passionné. On a tous regardé, aux alentours de 10h10, le président de la République qui s'est exprimé au Panthéon dans un discours où chaque mot était très pesé. Voilà, 20 minutes d'intervention au Panthéon tout à l'heure. Alors le motif, c'est qu'il a ressuscité un anniversaire qu'on avait tous oublié, hein, qui n'était pas sur nos agendas, l'anniversaire de la création de la Troisième République, juste après Napoléon III. C'était 1870, donc là c'est les 150 ans. Bon, et il a pris prétexte, si je puis dire, de cet anniversaire oublié pour faire un discours sur les valeurs de la République, répondre d'une certaine façon à Marine Le Pen sur ceux qui disent séparatisme, etc. Bon, c'était un discours bien vu, ça on en a parlé avec Camille Pascal. Il y a eu quand même, Général Trinquant, il y a eu un truc extraordinaire qui est toujours un peu émouvant, qu'on aime ou pas Macron, peu importe, cette cérémonie solennelle à l'issue du discours où finalement il a remis entre guillemets la nationalité à 5 jeunes étrangers, enfin 5 personnes étrangères qui ont été naturalisées, qui sont devenues françaises. Voilà, il y avait une jeune femme du Cameroun, il y avait un Britannique qui a fui le Brexit, etc. Et c'est toujours un moment. Vous avez déjà vécu, mon général, des moments comme ça? Oui, je l'ai vécu, mais de façon un peu différente. Au Sénat, la Légion étrangère organise, la veille du 14 juillet, une cérémonie de remise de certificat de la nationalité française à des légionnaires qui ont choisi de devenir français. C'est que les légionnaires sont majoritairement étrangers, ouais. Et rejoignent, s'ils le veulent, après un certain temps d'engagement dans la Légion. Et dans la Légion, on parle toujours de ceux qui sont français non par le sang reçu, mais par le sang versé, puisqu'un certain nombre de soldats de la Légion étrangère versent leur sang pour notre pays. Et c'est toujours très émouvant de voir, dans ce cadre du Sénat, qui est assez majestueux, ces légionnaires qui viennent d'Ukraine, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine et qui ont demandé à devenir français et qui reçoivent ce certificat. Donc je crois que là aussi c'est un engagement particulier. Hein. Ils ont décidé de servir la Légion, puis de servir la France, parce que je crois que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Et quand ils ont accompli un certain temps et qu'ils ont bien réuni un certain nombre de critères fondamentaux pour devenir citoyen français, ils le demandent et la France les accueille. Alexis Corbière, je vous annonce officiellement que tout parlementaire La France Insoumise que vous êtes, je pense que vous n'auriez pas rétrocédé une virgule au discours très républicain, très unificateur du président de la République. Hein. Là, franchement, c'était, je dirais pas que c'est un discours de gauche, mais c'est un discours très républicain. Je sais, j'ai lu vos bouquins sur Jacobin, j'ai lu votre bouquin sur Robespierre, vous êtes un passionné de la République, je vous assure que vous auriez aimé. Hein. Je sais que vous avez raté une partie du discours parce que vous êtes venu ici à LCI. Mais si vous aviez tout vu, vous auriez tout adoré, Alexis. Déjà un petit clin d'œil, vous savez, un discours d'un président de la République prononcé devant une statue magnifique de la Convention, avec des personnages, dont notamment Maximilien Robespierre, mais toute une série de figures. Bon, quelque part, ça me va, parce qu'il ne faut pas oublier la Convention. Et j'ai envie de dire, bon, toute une série de choses, de valeurs ont été défendues par le président de la République, s'il s'agit d'une République, notamment, qui explique qu'on fait France de tout bois, qui valorise toute une série de Français, mais qui n'étaient pas nécessairement nés sur le territoire national, ça me va, qui valorise la laïcité, la liberté d'expression, etc. Tout ça me va. Mais juste un petit détail, 150 ans de République, vous avez fait un petit peu plus subtil, cher Éric Brunet. Vous avez dit 150 ans, naissance de la Troisième République. Mais je vois sur
petit pupitre pour la République. Non, mais parce que, vous avez raison, je rappelle, 150 ans. la République est née le 21 septembre 1792, notamment par un personnage qui s'appelle Jean-Marie Collot d'Herbois, qui va considérer, sur la base, notamment, on est le lendemain de la victoire de Valmy, 20 septembre 1792, la chute de la monarchie est quasiment là, il y a eu la journée du 10 août 1792, non mais la fuite du roi, la conspiration du roi, etc. Et on va proclamer pour la première fois la République. Il ne faut pas oublier, et c'est intéressant, cette date du 21 septembre 1792, elle est totalement oubliée. Moi je ne comprends pas que dans un pays qui ne cesse de parler de République, on oublie le jour où pour la première fois, on a décidé que l'ensemble des documents officiels seraient donc de l'an 1, désormais plutôt qu'avant on disait l'an 4. Donc vous dites au président, la République ne commence pas... oui, non mais derrière ça, il s'agit... Vous auriez pu dire aussi 150 ans de République, il oublie la parenthèse de l'occupation déjà. Non mais attends, derrière ça, et je termine, c'est pas histoire de... C'est que la République, elle naît dans un grand moment d'une révolution populaire qui proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si on perd la dimension révolutionnaire de la République, à mon avis, on en perd un peu le sens. Et surtout, si on fait oublier, voire même on fait détester, ceux qui ont fondé la République, comme je l'entends parfois, moi j'ai fait un livre un peu provocateur en disant Jacobins et les montagnards, ceux qui véritablement vont considérer qu'il faut porter haut et rendre en pratique la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On me dit, vous annoncez, il y a un courant historique qui dit, et Dimitri, et puis bon, peut-être peut en faire partie, encore que, il est plus... on peut annoncer que derrière tout ça, c'était le totalitarisme, ce qui est faux. Mais vous voyez, il faut aussi revenir la République, ne pas oublier quand elle est née, ne pas en comprendre toute la dynamique, et ça nous donne une feuille de route pour le présent. Vous n'aimez pas qu'on dise du mal, y compris de la terreur. Il ne faut pas toucher à la... Mais c'est terrible, la terreur. Non, mais la terreur, c'est terrible. Maintenant, si vous voulez, on pourrait consacrer une émission. C'est un mot qui n'est pas utilisé pendant la Révolution française. Après, de la part de ceux qui ont été parfois les plus terribles meurtriers, qui vont faire porter la responsabilité. Mais je vais vous dire une chose, la Révolution française est un moment de guerre civile. C'est terrible, terrible. Des armées se lèvent. L'armée catholique et royale vendéenne, vous savez, elle met une rouste dans un premier temps aux armées républicaines. Et après, la République... Et qui accepterait aujourd'hui que des régions entières se lèvent contre la République ? Enfin, c'est une autre période. Non, c'est la vérité. Très intéressant. Ne venez pas me chercher sur les Vendéens. Ne venez pas me chercher sur les Vendéens. Non, mais Thiers qui proclame la République organise la répression de la Commune de Paris. C'est 40 000 morts. 40 000 morts à la Commune de Paris par Thiers. Je vous passe la parole. Venez pas me chercher sur les Vendéens. Parce que quand on dit, au début d'un discours, les valeurs de la République, moi, les conseillers généraux, les maires, etc., nous parlent en ce moment des valeurs de la République, il ne faut pas oublier que le premier acte de la République, sur le plan politique et militaire, c'est d'aller assassiner 150 ou 200 000 Vendéens qui, justement, avaient un vague petit désaccord avec l'idée républicaine. C'est pas vrai. Mais ce que vous dites est historiquement totalement faux. Il n'y a pas eu 200 000 Vendéens assassinés. Il y a eu une guerre, mais l'armée catholique et royale, vous connaissez ? C'est des dizaines de milliers d'hommes en armes contre la République. Quel gouvernement accepterait qu'une région entière s'arme avec l'aide, a priori aussi, des Anglais, s'arment contre un gouvernement? Aujourd'hui, ça ne serait pas réprimé? C'était des faux et des fourches. Les Vendéens, c'était des fourches. C'est une armée qui bat, dans un premier temps, qui bat l'armée républicaine. Et c'est... Elle envoie la troupe, elle est battue, et elle a commencé... Non, mais c'est important. C'est important. Enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Heureusement que je le connais par cœur. Alexis, on ne peut plus jamais l'arrêter. Bon, alors, attendez. Camille Pascal, non, je reviens. Camille Pascal, je vous passe le micro. Très rapidement, le débat là, il est fondamental. Oui, ce que vient de dire Alexis Corbière est fondamental. Notre République est l'héritière de quelle République ? Voilà. Mais c'est fondamental. Nous pensons, vous et moi, très différemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que le président de la République, qui est un président de la Ve République, il pense que c'est la République et non pas né, enfin la République dont il est l'héritier, c'est celle de 1870. Pourquoi ? Parce que c'est la République, j'allais dire, autoritaire et pas révolutionnaire. Parce qu'en réalité, le 4 septembre, il n'y a pas de révolution à Paris. Tout ça est très bien. Le Second Empire comme un fruit non, mais c'est très intéressant parce que je crois, c'est d'ailleurs fondamental, et j'allais y venir, puisqu'on parle de cette journée du 4 septembre. Pourquoi est-ce que Gambetta va à l'hôtel de ville proclamer la République ? Avec les signataires dont les noms ont été égrenés par la jeune fille lors de la cérémonie. Arago. Parce qu'il n'arrive pas à obtenir, il n'arrive pas à l'Assemblée à obtenir la déchéance de Second Empire et de l'empereur. Et pourquoi ? Parce qu'en bas, il y a Thiers. Et que Thiers, et toute notre histoire politique se comprend ce jour-là entre ceux qui, avec Gambetta, veulent refaire une révolution française
et donc une république révolutionnaire. Et ceux qui, avec Thiers, veulent, et c'est le grand discours de 1872, auquel moi j'adhère, et c'est évidemment la barrière au milieu de ce plateau entre vos invités. Thiers, terminé sur Thiers. Oui, la République sera conservatrice ou ne sera pas. Oui, voilà. C'est ce que donc, dit Thiers. Oui. tout se joue dans cette journée-là, et c'est passionnant parce que à la tribune même de l'Assemblée, déjà s'opposent les deux blocs, et le départ vers l'hôtel de ville est fait pour proclamer une commune et une république révolutionnaire. Donc, Dimitri, attendez, les amis. La République doit-elle être révolutionnaire ou conservatrice? Tout est là. Cher Camille, vous oubliez quelque chose. Mais c'est pas une controverse, c'est la vérité. Dimitri Casali, historien et passionné de Napoléon. Quelque chose essentiel, c'est que 3 ans, donc 1873, la majorité monarchiste à la Chambre et à 2 doigts de voter la restauration de la monarchie en 1865. Le comte de Chambord. Non, mais attendez, Dimitri, ça c'est très important. Eh oui, c'est ça. Parce que Macron, le septennat, c'est qu'on attend 7 ans pour qu'éventuellement, il y a une controverse. Mais ça, c'est le général de Gaulle. On va en parler. Alors, non, ce qui est passionnant, c'est que le président de la République, tout à l'heure, dans son allocution au Panthéon, nous met 150 ans de République. La réalité, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et qu'entre 1870 et même la Première Guerre mondiale, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas un type de droite en France qui ne soit pas pour la restauration de la monarchie. Il n'y a pas, la droite française n'est pas républicaine. Absolument. Jusqu'à la guerre, la République, c'est un truc de gauche jusqu'à la guerre. Et j'ai presque envie de dire jusqu'à 1940. Non, je simplifie, mais pas tant que ça. Hein. Je simplifie, mais pas tant que ça. Il y a un parti qui existe, qui est fondamental, qui s'appelle le Parti radical. Oui. Est-ce qu'il faut le classer à droite? Disons qu'il y a aussi la naissance du mouvement ouvrier qui a rien à voir avec ça. Oui. Mais effectivement, c'est fort ce que vous dites. Mais il y aura l'affaire Dreyfus, il y aura la liste. Casali, on vous écoute. L'essentiel de la France et non pas de la République. C'est là aussi, j'en veux souvent au président Macron d'utiliser uniquement le terme de République, comme si le terme France était devenu péjoratif. Voilà. C'est que la France est le produit d'un double héritage, à la fois donc monarchique, on en parle, et catholique, ça on l'oublie, et ensuite effectivement républicain et laïque. Oui, mais alors vous auriez été content. Dimitri, je sais qu'en venant à LCI, vous étiez dans un taxi et vous avez raté un petit bout. Bon, vous auriez été heureux parce qu'il nous a fait le coup de Marc Bloch, c'est-à-dire cet historien où dit j'assume tout en gros, on ne peut pas de la fête de la Fédération au sacre de Reims. Au sacre de Reims de Clovis. C'est-à-dire la France, c'est les rois et c'est la République. Non, juste une chose, mon général, après je reviens vers vous. Non, juste une chose. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion super importante qui est celle du patriotisme. Voilà, j'allais finir par ça. Non, parce que j'ai quand même un sondage très précis qui nous dit que se battre pour son pays, 29% des Français se disent prêts à se battre pour leur pays, contre 44% des Américains, 60% des Russes et 70% des Chinois. Et c'est ce que je voulais ajouter. La Troisième République, en fait, dès 1877-79, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est victorieuse et affirme 2 valeurs essentielles qu'il faut rappeler. Bien sûr, la liberté, mais aussi le patriotisme qui est enseigné à travers la réforme de Jules Ferry de l'école obligatoire, laïque et gratuite. Il faut voir les programmes d'histoire de l'époque pour forger des véritables citoyens. Et quand on a abandonné, il y a 30 ans, avec Lionel Jospin en 1989, le fait de former des véritables patriote, c'est pas un mot péjoratif. Tout le mot, dans tous mes manuels d'histoire, le terme France est abandonné. Le terme sentiment national depuis 89 est barré. On parle plus, nos élites politiques ne parlent plus de France. Ils préfèrent le terme République. Mais pire encore, les journalistes utilisent le terme hexagone et territoire. C'est tragique. Juste une seconde, je vous passe le micro tout de suite, mon général aussi également, mais le principe c'est que vous m'appelez au 01 41 41 10 20 pour participer à Brunet Direct. C'est Jean qui est en ligne, mon cher Jean, je vous salue. Bonjour. Bonjour, vous avez écouté Macron? Oui, de A à Z. De A à Z, est-ce que ça vous a semblé vide de sens, émouvant, intéressant? Absolument pas. Non seulement j'ai été ému qu'il cite tous ces étrangers qui sont devenus français, qui ont fait la France, une partie de la France, bien sûr, et qui citent que quand on choisit pas une part de la France, mais on choisit la France. Et que je peux dire que je suis né il y a 80 ans en Tunisie, dans le même coin que Gisèle Halimi, et que d'une famille fort modeste, et que sans la France, je n'aurais jamais fait le lycée Janson de Sailly,
sans la culture française, comme dit Marc Bloch, sans Victor Hugo, sans Zola, sans Balzac, sans Proust, mais aussi sans la mathématique française, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite et je n'aurais pas eu la vie si intéressante que j'ai eue depuis 62 ans que je suis arrivé en France. Et que j'approuve tout à fait ces cérémonies importantes. Je trouve qu'ils ont très bien fait, qu'ils ont bien choisi de choisir ces 5 personnes. J'ai assisté à une cérémonie du même genre à Amiens quand j'étais directeur régional de l'INSEE. Pour une fille adoptive qui est devenue française par le fait que son père était français. Et j'ai trouvé ça déjà émouvant, mais cette fois-ci, c'était le summum. Et que je n'ai rien à redire, tous les mots étaient bien choisis, et tous les séparatistes qui s'en aillent. Jean, question corollaire, est-ce que le patriotisme, ça vous parle ? Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les Français sont encore patriotes et sont prêts à se battre au sens propre ou figuré pour leur pays. Alors là, je ne dis pas pour une idée, je dis pour leur pays. Oui, une partie est prête, mais je ne crois pas que tous soient prêts, hélas. Mon général. Oui, juste 2 points. Au-delà du débat historique sur la République, les dates de la République, etc., je crois que le président parlait de la France. Et quand il parle effectivement du Sacre de Reims à la fête de la Fédération, c'est la France. Et il a beaucoup insisté aussi sur l'utilisation du français, qui est Villers-Cotterêts, etc. Donc je pense que ce point est important. Deuxième point sur le sondage dont vous parlez, à propos du patriotisme, je pense que le problème, c'est l'imminence du danger. C'est-à-dire que les Français, naturellement, se trouvent dans un îlot de paix. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Europe, on ne voit pas de menace immédiate. Il y a eu les guerres d'Algérie, mon général. Non, mais d'accord, mais attendez, c'est un autre sujet. Vous pouvez en parler de la guerre d'Algérie, personnellement touché. Mais c'est un autre sujet. Je rappelle à l'époque que l'Algérie, c'était la France, d'ailleurs. C'était des départements français. Ce que je veux dire, c'est que quand vous demandez aujourd'hui, en 2020, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour la France ? Les 3/4 des citoyens français, vous dites, attendez, il y a une armée qui est faite pour ça, moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Les Chinois, qui ont été élevés dans un système, puisque c'est l'extrême autre, 70%. Oui, ils sont 70% à dire 70%, oui. Évidemment, pour la Chine. Ils luttent depuis 1949 pour rétablir la puissance chinoise. On a oublié qu'il y avait une puissance chinoise. Mais depuis 1949, ils luttent là-dessus. Donc ils ont une perspective tout à fait différente. Je crois qu'il ne faut pas opposer ce sondage au fait de les gens qui se sentent français et que si la menace vient, regardez ce qui s'est passé en 1940. Entre 1933 et 1940, personne ne voulait la guerre. Tout le monde était pacifiste. Et on a retrouvé un certain nombre de gens qui ont risqué leur peau. D'ailleurs, le président en citait des étrangers, en citant Madame Joséphine Baker, qui sont rentrés dans la résistance et qui ont combattu. Relisez le livre de Kessel sur les combattants de l'ombre. C'est exactement ça. Ce sont des gens qui mais c'est le danger qui fait que vous allez vous battre. Je vous fais écouter le président de la République tout à l'heure à 10h10 au Panthéon, justement, sur la nécessité de protéger cette République fragile. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Non. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Un projet de loi de lutte contre le séparatisme sera à cette fin présenté dès cet automne. Oui, Dimitri. Oui, il y a 2 choses essentielles. Moi qui ai écrit Les grands immigrés qu'ont fait la France, dont Gambetta fait partie, bien sûr. La France a toujours été un pays d'accueil, un pays d'ouverture. Joséphine Baker, Joseph Kessel,
qui a été nationalisée française, naturalisée en 1937, Baker. Baker, voilà, elle est arrivée en 1925 par mariage. Et quand elle arrive des États-Unis où sévit la ségrégation raciste américaine, elle déclare Paris est le paradis des Noirs et c'est la France qui m'a faite. Joséphine Baker va devenir la première star noire internationale grâce à la France et c'est pour ça qu'elle s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale dans les services secrets. Et qu'elle spectacle serait du goût de tout le monde aujourd'hui. Mais ça, c'est essentiel pour bien comprendre aujourd'hui. Il y a énormément, un quart des Français sont d'origine immigrée et eux, la plupart du temps, on les voit, sont prêts à se battre pour la France. C'est ça, la majorité, ils sont prêts à se battre. L'affiche rouge. Voilà. L'affiche rouge. Oui, Manoukian. Ouais. Mais ce qui est bien plus grave, et vous avez raison de le signaler, les Français de souche, eux-mêmes, moi je vois très bien, sont autour de moi incapables de se battre pour défendre leur pays. Ça, c'est appréciatif. Ça, c'est du... Ah non, mais là, c'est comme si je vous disais... Regardez les défenseurs sur les plateaux télé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes je suis pas d'accord. Non, mais ça, Eric. c'est le syndrome de Stockholm. C'est comme les gens qui vous disent, dans la résistance à l'occupation allemande, c'était surtout les communistes, les socialistes. Ce qui est faux. On a réécrit l'histoire odieusement. Les premiers résistants sont d'ailleurs des maurassiens d'extrême droite qui sont tellement qui ont tellement été élevés dans l'anti-germanisme qu'ils vont rentrer spontanément, épidermiquement dans la résistance et qu'il ne faut pas... Donc quand vous dites que nos élites, autour de vous... on voit très bien que dans l'éducation nationale, par exemple, les fameux syndicats Sud Éducation et tout, qui sont anti-patriotiques. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Non, mais est-ce qu'on peut... Quoi, l'éducation? Est-ce qu'on peut... Tout à l'heure, Camille Pascal disait quelque chose qui me semble fondamental, c'est qu'il faut être précis sur les mots. La République, il y en a eu 5 républiques. La première République, pas la même que la deuxième, pas la même que la troisième, quatrième, cinquième. Notamment aujourd'hui, on est en 5e République, d'un moment très particulier. Premier président de la République élu au suffrage universel, né dans Louis-Napoléon Bonaparte. Non, mais Louis-Napoléon Bonaparte. Le suffrage universel masculin. Et qui est une république monarchique. La 5e République est la synthèse entre la charte de 1830 et le Sénat consul de 1851. Ça va m'agacer parce que ce que vous dites, je le partage totalement. Non, mais c'est important. Qui naît déjà dans un moment particulier de l'histoire de France, la crise algérienne, le retour du général, la menace même d'un coup d'État militaire, quand même l'opération Résurrection. Il était prévu quand même que des secteurs de l'armée, si le général de Gaulle ne revenait pas... Rappelez-vous le contexte. Les avions étaient partis. Voilà, ils atterrissent même en Corse. Donc, après le putsch. Oui, mais non. En 58, les avions ont reçu l'ordre. Et c'est pour ça que Coty cède. Parce qu'il sait que les parachutistes vont sauter. Donc on a quand même, je vais être extrêmement provocateur. Donc De Gaulle fait un coup d'État en 58. À froid, il y a un coup d'État à froid. Non mais rappelons-nous le coup d'État permanent. Et dans ce cadre-là, après on a quelque chose de très particulier qui va devenir ce moment en 62, l'élection au suffrage universel direct. Ce que je veux dire, c'est que moi, comme député, je le vis. Le Parlement a peu de pouvoir. Il y a une concentration de pouvoir sur le président de la République qui amène, je reprends une formule que... Moi, je pense qu'on est dans une forme de monarchie présidentielle aujourd'hui. Ça ne sert pas à grand-chose, un député. Franchement, je vous le dis, ça sert à un pouvoir d'interpellation, sans doute, mais que ce soit d'opposition parlementaire, ça ne sert pas à grand-chose. Et ceux de la majorité aussi, c'est des godillots. Donc il faut revoir tout ça. Être républicain, c'est-à-dire chercher quoi? La meilleure représentation de la souveraineté populaire. J'affirme aujourd'hui que la 5e République l'étouffe, à tel point d'ailleurs que les gens ne vont plus voter. Alors une fois qu'on a dit ça, donc, républicain, lequel? Moi, j'ai ma feuille de route, peut-être d'autres en ont. Discutons de ça. Et nous, on est pour discuter, voire même convoquer une assemblée constituante, que le peuple rediscute de qu'est-ce qui nous fonde comme république. Et enfin, sur le mot patriotique, je voudrais dire une chose. Durant la Révolution française, les révolutionnaires, les gens comme moi, sont des patriotes. Nous sommes des patriotes. Le patriotisme, il naît d'abord... Alors, pourquoi vous dites comme moi, vous auriez peut-être été contre-révolutionnaire au moment de la Révolution? Vous avez raison. Non, mais, vous auriez peut-être été monarchiste. Mais je veux dire... Vous auriez peut-être été vendéen. Peut-être. Dieu m'en préserve. Vous voyez, vous appelez le bon Dieu à votre... Vous n'êtes pas perdu. Non, mais sachez... mais c'est important. Non, mais je termine. Sur le sens du mot. Le mot patriote, pendant longtemps, est évidemment un mot profondément opposés, pour faire simple, à ceux qui veulent rétablir la monarchie, voire même à ceux qui sont les plus conservateurs. Donc aujourd'hui, moi, la patrie, c'est là où il y a des droits philosophiquement. Je suis un patriote. Maintenant, j'aimerais aussi, comme le mot prend des formes totalement différentes, si le patriotisme, c'est le nationalisme, là, ça ne me va plus. Et enfin, mourir pour la France, mourir pour des idées, on aime Brassens tous les deux. Lesquelles? Et de Morland. On a quand même le droit d'en discuter. Moi, actuellement, je suis député, je suis un républicain, je suis membre de la commission de défense et armée à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord dans le rôle que nous jouons actuellement dans la guerre au Yémen, par exemple. Suis-je un mauvais patriote? Non, je ne serais pas d'accord. Je pense que nous vendons des armes
à un gouvernement qui mène une guerre infâme, et même, bon, on peut discuter de tout ça. Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas détacher la raison pour laquelle des gens sont prêts à lutter avec ce qu'on leur demande, d'accord ? Donc, ces questions sont un peu vaseuses, si je puis dire. Se battre pour la France, pourquoi ? Non, mais moi, je me battrai pas pour aujourd'hui aller... C'est encore un immigré. C'est là, ça, c'est la différence. Non, mais c'est fondamental. Non, mais c'est la différence, vous voulez que je vous dise, entre une conscience de droite et une conscience de gauche. La conscience de gauche va se battre pour des idées, un corpus d'idées. Le type de droite va se battre davantage pour le drapeau et pour l'idée nationale. Si, vous l'avez très bien exprimé. Vous avez dit, mais même les membres de l'Action française qui font partie de la résistance, et ils sont réels, vous avez raison de le rappeler, mais ils se battent aussi pour des idées. Ils se battent pour la souveraineté. Ils n'acceptent pas l'idée que leur pays soit occupé par une puissance étrangère. Oui. Bon, mais attendez, c'est fondamental, ça mènera à une jonction. Par ailleurs, il y a aussi d'autres gens de l'Action française qui sont aussi dans la collaboration. Donc tout ça est plus compliqué. Mais à partir du moment où la souveraineté n'est plus respectée... Comme des communistes. Hein. Oui. Général Trinquant. Simplement, dans l'extrait que vous avez présenté du discours du président, et par rapport au patriotisme dont vous parliez dans le sondage, on parle des combats extérieurs et des combats intérieurs. Et je pense que le président de la République, il insiste beaucoup par le séparatisme sur les combats intérieurs, c'est-à-dire que la République est une lutte permanente. Il ne faut pas s'imaginer qu'elle est donnée. Bien sûr. Elle est un combat. Et je pense que c'est de ce combat-là dont il parle, par opposition à un combat extérieur dont aujourd'hui, évidemment, les citoyens français se sentent un peu déconnectés. Voilà. Merci. La phrase essentielle. Non, c'est fini. 10 secondes, Camille Pascal. Non, parce que 10 secondes. Je suis d'accord avec Alexis Corbière. Vous savez, je crois que les Républicains qui ont signé l'appel à la résurrection de la République il y a donc 150 ans. Oui. Aujourd'hui, nos institutions les révulseraient. Voilà. Parce que nous avons des institutions qui sont bonapartistes. Et donc, nous sommes dans la République conservatrice et autoritaire. 2 tiers. Alors, après, la sixième République pour être vraiment républicain. Messieurs, merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça n'était pas Alain Decaux raconte, mesdames, messieurs, mais c'était un moment d'histoire passionnant. On réitérera dans Brunet Direct. Merci à vous, merci mon général, merci Camille Pascal, merci Alexis Corbière, merci Dimitri Casali.